La lassitude s'est installée insidieusement en traître. Je ne l'ai pas vu venir. Quelque temps auparavant, j'aurais pu dire que j'étais heureux dans mon travail et que ma vie me convenait. Je sortais tous les soirs à la recherche d'aventures sans lendemain. Je plaisais aux femmes et au bureau, dans les soirées où j'étais convié, dans les bars. De ce point de vue, Paris regorgeait de possibilités. Dans mon travail, on prit l'habitude de m'adresser les enfants noirs, arabes, métis, asiatiques en difficulté, bref, tout ce qui n'était pas blanc. Je bénéficiais d'une prime au tropisme. Je pouvais presque entendre le rire goguenard de Maël. C'est du racisme, je te dis. Moi, j'aurais dit la paresse. En fait, tout ce qu'on voudra tant que le mot racisme n'est pas prononcé, c'est bien ça? C'est comme ça que se referme le piège. Ce que tu subis t'humilie tellement que tu n'oses même pas le nommer. Non, ce n'est pas ça. Simplement, une fois que tu as dit racisme, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est bien ça l'idée, non? Ne plus revenir en arrière. Depuis notre rupture, Maël était devenu dans mon esprit un redoutable détecteur d'actes racistes. Et nous menions d'âpres conversations imaginaires au cours desquelles je n'avais jamais gain de cause. Au fil des ans et de mon activité professionnelle avec les jeunes et leurs familles, j'avais perdu mes illusions quant à la générosité de ce pays. J'étais inscrit en psychologie sans savoir ce que représentait cette discipline. Les 2 premières années, j'y suis resté parce que je n'imaginais pas avoir la liberté de faire autre chose. Puis un jour, au détour d'un cours, je découvris de quoi souffrait ma mère, un terme recherché, dysthymie, pour dire la dépression chronique, le sentiment d'impuissance, l'accablement sans remède, l'incapacité à affronter le quotidien, la rumination incessante du passé, le dégoût de soi, les addictions destructives, tout y était. Chacun des symptômes me parlait de Dorothée. J'en fus si soulagé que je dus résister au besoin irrépressible de reprendre contact avec elle pour l'en informer. Tu n'es pas folle, maman. Tu es malade. Ce n'est pas ta faute. Ce dont tu souffres a un nom. Les manifestations de ton mal sont connues et il existe des prises en charge efficaces. Je dus réprimer mon élan. J'étais tenu par une promesse, et plus encore peut-être par l'ambition, l'excitation d'avoir enfin la possibilité de me construire une jolie vie. J'avais eu besoin de tout ce temps pour comprendre que les études n'étaient pas un processus de gavage et de régurgitation de concepts sans lien avec le réel, qu'il ne s'agissait pas seulement d'acquérir les diplômes et les compétences nécessaires pour gagner sa vie. Je pouvais extraire l'effroyable souffrance de ma mère du silence angoissant de l'enfance pour l'étudier. Peut-être y remédier, si ce n'est pour elle, du moins pour d'autres qui lui ressemblaient. Je pris la décision de me spécialiser en psychologie clinique. Mon premier stage décroché grâce à Valeski fut l'occasion d'asseoir ma décision. J'allais me consacrer à la protection et aux soins de gamins saccagés par des parents eux-mêmes en détresse psychique. Je serais pour eux l'adulte que j'aurais voulu croiser sur mon chemin enfant. Pendant des années, cette décision m'a apaisé. Elle a donné une trajectoire, de l'épaisseur à mon existence en desserrant le nœud coulant de la culpabilité qui m'entravait. Alors, quand les collègues m'adressaient systématiquement les jeunes et les familles non blanches, cela ne me dérangeait pas. Je n'en faisais pas de même. Jamais la couleur de peau, la classe sociale, le genre ou l'âge ne m'ont empêché de prendre en charge la détresse des enfants qui m'étaient adressés et de les orienter au mieux. Je mettais un point d'honneur à ne pas les enfermer dans la cause évidente de leur mal-être. Les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon, prétendait Tolstoï. Cette phrase était affichée dans le bureau de Valeski à la fac.
Elle énonçait simplement une évidence que des années de pratique m'ont appris à relativiser. Il existe une foule de similitudes entre les familles malheureuses, la première étant peut-être un terrain propice, une habitude du malheur inscrite si profondément dans l'histoire familiale qu'elle s'archive pour devenir un déterminisme psychologique partagé, comme on hérite de gènes. Les enfants fracassés que je rencontrais l'étaient rarement parce qu'ils étaient pauvres ou noirs ou déclassés socialement. Les troubles liés à l'environnement étaient presque les plus simples à traiter. Pour le reste, il n'y avait rien de plus démocratique, de plus admirablement réparti dans la société que le malheur familial. Les jeunes qui atterrissaient dans mon bureau étaient les dernières victimes d'un lent et méthodique processus de démolition, vieux de plusieurs générations. Je commençais en m'assignant la tâche de les sauver, puis me contenter de me sentir gratifié quand j'avais simplement pu mettre en place une prise en charge correcte et faire naître en eux l'instinct dont ils avaient besoin pour prendre le relais. J'y parvenais. Sans me vanter, j'étais doué dans mon travail, apprécié par l'équipe, les autres corps de métier avec lesquels nous devions coopérer et, plus important à mes yeux, par mes jeunes passions. Je ne m'inquiétais pas outre mesure lorsque j'eus besoin de somnifères pour m'endormir ou d'anxiolytiques pour m'apaiser. Puis, il eut Sunday. Il avait un autre prénom dont personne ne se souvenait. Il était né un dimanche. Alors, on l'appelait Sunday. Le gamin était arrivé du Cameroun à 13 ans. Il en avait 17 quand je le vis pour la première fois. Son âge me surprit. Je lui en aurais donné moins et je me trompais rarement. Notre rencontre se fit in extremis car Sunday approchait de la majorité, limite d'âge au-delà de laquelle je n'étais plus habilité à me saisir de son cas. J'ai appris en consultant son dossier qu'il avait déjà eu affaire à nos services. Je pus reconstituer son parcours en me fondant sur les conclusions de mes collègues qui l'avaient suivi, sur mes conversations avec Sunday et avec ses parents. Le père était arrivé en France pour ses études. Il avait laissé sa fiancée et son nouveau-né au pays avec la promesse de les faire venir dès que possible. Il n'avait jamais envisagé de repartir une fois ses diplômes en poche. L'école n'était qu'un prétexte. Il partait pour toujours. Il mit plusieurs années à passer un baccalauréat technique car il travaillait à côté, sans arrêt, pour envoyer de l'argent à sa famille. Même s'il n'avait pas encore obtenu ses papiers, il décida de faire venir sa compagne. La solitude, la vie ici, tout était compliqué. Ils pensèrent qu'à deux, ce serait plus simple et ce le fut. Ils confièrent leur petit garçon à la grand-mère, s'installèrent en banlieue parisienne, travaillèrent dur et eurent 2 autres enfants. Le couple finit par obtenir la légalisation de son statut administratif, une situation stable, ils étaient bien intégrés et demandèrent donc un rapprochement familial. Sunday avait 6 ans quand sa mère était partie. Il n'avait pas revu ses parents après leur départ. Dans un premier temps, ils ne purent pas sortir du territoire français sans papier, sous peine de ne pas être autorisés à revenir. Puis, ils décidèrent de mettre de côté l'argent qu'ils auraient gaspillé dans un voyage pour améliorer leur quotidien et faire venir leur fils. Sunday avait été adressé à l'aide sociale à l'enfance à la suite d'une première fugue. Ses parents, fous d'inquiétude, avaient contacté la police, les médias. Son portrait avait été diffusé partout. On avait fini par le retrouver à une centaine de kilomètres de l'endroit où il vivait. Aux policiers qui l'interrogèrent, il affirma que sa mère et son père étaient morts depuis longtemps, qu'il ne connaissait pas ces personnes qui prétendaient être ses parents. Alors, il s'était enfui pour retrouver sa grand-mère au Cameroun. À cette époque, il n'était en France que depuis 6 mois.
Le couple expliqua la situation aux autorités. Sunday avait du mal à s'adapter à sa nouvelle vie. En outre, il était en échec scolaire parce qu'il avait étudié dans le système camerounais et peinait à se mettre à niveau. Les parents étaient de bonne volonté, sincèrement attristés par ce qu'ils traversaient. Ils promirent de faire le nécessaire pour aider leur fils, acceptèrent d'être suivis par le psychologue, l'aide scolaire, l'assistante sociale. Il présentait bien, s'exprimait correctement. Les autres enfants étaient en bonne santé, de braves gens. Le système choisit de leur faire confiance. Les autres fois, quand Sunday partit à nouveau de la maison, ils ne le signalèrent plus. Ils le recherchaient d'abord eux-mêmes et le ramenaient en lui interdisant d'en parler pour ne pas leur attirer plus de problèmes. Puis, ils se lassèrent. Sunday disparaissait et revenait dans l'indifférence des siens. Quelquefois, il devait aller le chercher au commissariat. La famille commençait à être connue des services de police. La récurrence des fugues donna lieu à un signalement. C'est ainsi que Sunday et ses parents revinrent dans nos services. La mère était hostile, fermée, furieuse contre ce fils qui leur causait tant d'ennuis. Ils étaient venus dans ce pays avec l'espoir de s'offrir un nouveau départ, une belle vie. Ils y étaient parvenus à force de sacrifices et d'efforts. C'étaient des immigrés. Ils connaissaient assez l'environnement pour savoir qu'il fallait se tenir en dessous des radars, ne pas se faire remarquer, sous peine de voir contester leur présence sur le territoire. À cause de Sunday, les projecteurs étaient braqués sur eux de la pire des manières. La police, l'école, les voisins, l'aide sociale à l'enfance, toute la société les épiait, guettant le moindre faux pas, les reléguant dans le no man's land des parents étrangers négligents. Pour finir, il y avait des autres enfants, les petits. Sunday déstabilisait l'équilibre familial. Il introduisait une angoisse permanente, de la colère. Tout finissait par tourner autour de lui. Il mettait sa famille en souffrance, en danger, en échec. La mère me le dit d'entrée de jeu. Cet enfant a tout ce qu'il peut désirer. Le frigo est plein. Il va à l'école. Il est en bonne santé, protégé. Pourquoi il gâche tout? Je ne me pose même plus la question. Nous travaillons comme des esclaves. Jamais un jour de congé, jamais de répit. Nous économisons tout ce que nous gagnons pour nos enfants et pour envoyer de quoi survivre à nos vieux parents restés au pays. Je n'ai plus d'énergie à consacrer à celui-là. Il préférait errer dans la rue, devenir un délinquant, finir en prison, qu'il le fasse. Moi, j'en ai terminé avec lui. Son fils et elle avaient en commun une façon étrange de ne pas poser le regard. Ils ne le fixaient ni sur moi, ni sur aucun autre interlocuteur présent dans la pièce, ni même sur un point particulier. Leurs yeux papillonnaient d'un coin à l'autre, sans s'arrêter, en contradiction avec la raideur extrême de leur métier. Sunday et sa mère réagissaient de la même manière au stress. Corps crispé à se rompre, œil voltigeant, même sentiment d'être pris au piège, même volonté de résister au point de se briser si nécessaire. Dans les pires cas de discordance parent-enfant dont je me suis occupé, j'ai rarement observé un enfant aussi indifférent aussi. Y compris dans les cas de sévices avérés, le lien demeure alors même que la relation est irrémédiablement altérée. Sunday ne montrait rien de tel, et sa mère non. Si semblables dans le physique et l'attitude, et pourtant à des années-lumière l'un de l'autre. Je m'impliquais trop dans leur tragédie. Sunday réveillait en moi une douleur ancienne. Pour le garçon et sa famille, je voulais happy end, les réconcilier, rien de moins.
Je ne me résolvais pas à simplement accompagner cet enfant dans le processus d'émancipation qu'il semblait appeler de ses vœux, parce que je savais ce qu'il en coûtait de solitude et de regrets tardifs. Sunday était mon patient et, au lieu de me consacrer à lui, j'essayais de guérir toute la famille. L'ancien dossier de Sunday indiquait que l'adolescent avait déclaré être orphelin. D'après lui, ses vrais parents étaient morts depuis longtemps. Ces propos donnèrent lieu à une enquête approfondie au cours de laquelle le couple dut fournir toutes les preuves attestant que Sunday était bien leur fils. Ils subirent la suspicion habituelle face aux documents officiels émis en Afrique et l'ingérence dans leur vie privée que cela supposait. La justice finit par ordonner des tests ADN. Ils étaient soupçonnés de vol d'enfants, une accusation grave, mais le résultat confirma leurs allégations. Ce fut l'objet d'une de mes conversations les plus instructives avec Sunday, après des sommets d'un silence buté. Pourquoi tu as dit que ton père et ta mère n'étaient pas tes parents? Son regard croisa le mien une fraction de seconde, le temps pour moi d'y apercevoir ce que je traduisis comme un signe d'affolement. C'est mon papa et ma maman, le juge l'a dit. D'accord, mais tu es assez intelligent pour savoir qu'être parent, ce n'est pas juste une histoire d'ADN ou de décision de justice. Qu'est-ce qui t'a fait croire qu'il n'était pas ce qu'il prétendait être? Il me répondit d'une voix enfantine. Ma grand-mère a dit qu'ils étaient partis. C'est ce qu'on dit quand les gens sont morts. Sunday me raconta son histoire par bribes, avec des hésitations, de longs silences. Je dus remplir le blanc, deviner ce qui ne pouvait s'exprimer clairement. Sunday avait été élevé par sa grand-mère dans un quartier ressemblant à celui où j'avais grandi. Je pouvais sans peine me figurer la promiscuité, la tendresse bourrue et l'horizon clos. Un de ses copains perdit son père. Comme il était encore petit, les membres de sa famille choisirent de lui cacher sa mort pour ne pas l'accabler. Ils lui dirent que son père était parti et qu'il reviendrait le chercher plus tard. Pour les anniversaires, les Noëls, ils lui offraient des babioles en son nom pour continuer de faire exister le père disparu. Tout le monde, hormis l'enfant, était au courant et jouait le jeu. Comme c'était à prévoir, un camarade finit par lui révéler la supercherie. Je ne pouvais qu'imaginer la façon dont les choses se seraient passées à Nubel, dans mon propre quartier, si un voisin dans la même situation était venu régulièrement nous narguer avec ses jouets et son père mythique. L'un de nous, tôt ou tard, aurait vendu la mèche sans prendre de précautions. Ton pater est d'ail, mon gars. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Et Sunday, dont les parents étaient partis aussi, nous aurait demandé un peu plus tard en aparté, est-ce que ton papa te téléphone souvent? À quoi l'autre, incapable de renoncer à ses illusions, aurait répondu en mentant avec un panache désespéré. Oui, tout le temps. Les enfants, on aurait déduit que les parents partis sont morts, même s'ils vous appellent régulièrement, et que tout le monde vous affirme qu'ils reviendront bientôt vous chercher. Sinon, comment expliquer l'abandon? Comment vivre avec? Sunday avait fait le deuil de son père et de sa mère des années auparavant. Comment défait-on un deuil? Comment réintègre-t-on dans son cœur, dans son quotidien, des personnes que l'on a cessé d'attendre à jamais? La vie de Sunday s'était figée à 13 ans lorsqu'on l'avait arraché à sa grand-mère, seule figure maternelle stable et vivante qu'il ait jamais connue, déraciné de son quartier, séparé de ses amis pour l'envoyer vivre avec des fantômes. Sunday avait arrêté de grandir, sa voix n'avait pas mué, il ne s'était pas lié à son frère et à sa sœur. Les autorités compétentes lui avaient soutenu, preuves à l'appui, que ces gens étaient bien ce qu'ils prétendaient être, et quelque chose en lui s'était pétrifié. Mes collègues avaient raison.
sans que personne n'en soit vraiment responsable, sans les maltraitances auxquelles nous étions habitués. Cette famille-là était malheureuse. Malheureuse d'une façon que j'étais le seul à pouvoir comprendre. Du moins, je le crus. Oubliant mes années d'expérience sur l'importance de ne pas négliger les évidences, de rechercher les similitudes avec des cas antérieurs, de proposer des solutions simples et pérennes. Ce fut ma première erreur, suivie de fautes plus dramatiques les unes que les autres. Et là aussi, avec la meilleure volonté du monde, j'avais compris ce qu'ils traversaient, le malentendu à la source de leur malheur. Je pouvais l'expliquer au système, à l'administration qui me crurent sur parole, notamment parce que j'étais issu de la même communauté que cette famille. Celle-ci était plus dubitative. La mère ne dit pas grand-chose lors de notre rendez-vous. Pour la première fois, le père parla longuement, incrédule et blessé. Je ne comprends pas ce que vous dites. Depuis sa naissance, je m'occupe du garçon. Je paye ses soins, sa scolarité. Je m'assure qu'il ne manque de rien. Qu'est-ce que vous me dites? Comment aurait-il pu penser que nous étions morts? J'essayais tant bien que mal d'expliquer. Les enfants parfois se créent des réalités parallèles quand les choses sont trop dures à accepter. Vous n'étiez pas là? Sunday a grandi dans un univers où cette absence ne pouvait être interprétée que d'une seule manière. Cela peut d'esta. Il me, cela peut d'esta. Il ne me laissa pas finir. Mais comment on pouvait être ici et là-bas, mon frère? Nous étions occupés à construire quelque chose de solide pour nos enfants, pour notre garçon. Des années à travailler au noir, sans papier. Tous ces sacrifices, on les fait pour qui, si ce n'est pour eux? Il y avait les mots qu'il employait. Il ne nommait Sunday qu'en disant le garçon, puis mon frère remplaçait monsieur. Tout était là. J'avais tous les éléments sous les yeux, mais j'étais incapable de les relier entre eux. J'écoutais, mais je n'entendais pas. J'ai proposé un retour dans la famille, une thérapie, une formation sanctionnée par un diplôme pour Sunday qui lui permettrait de rester sous la protection de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à ses 21 ans. J'étais enthousiaste et impliqué, peut-être trop. Mon psychologue référent ne savait de moi que les affabulations que je lui servais. Il ne put m'alerter sur le processus de contre-transfert qui s'opérait en moi et faussait mon jugement. On ne peut ressusciter les morts, ni refuser d'entendre le rejet d'une mère que son fils a choisi d'enterrer. On ne peut pas obliger les gens à prendre soin les uns des autres. Sunday avait besoin de s'éloigner. Il lui fallait un espace sain pour se reconstruire. Ses parents étaient prêts à le lui accorder. Ils ne pouvaient plus cohabiter. Pas comme ça. Encore une fois contraints par une autorité qui s'imposait à eux. Cette situation n'avait rien d'original. C'était mon quotidien et je savais y faire face. Mais j'agis avec la conviction que mon rôle était de les réconcilier pour qu'ils revivent ensemble immédiatement, pour rattraper le temps perdu, effacer les souffrances passées. Quelques mois plus tard, alors que tout avait été mis en place et que de mon point de vue, nous avancions vers une issue satisfaisante dans ce dossier, Sunday s'est tué. Il a sauté dans le canal Saint-Martin depuis le pont tournant de la Grange aux Belles. Encore un de ces lieux pittoresques et magnifiques dont Paris a le secret. Un enfant de chez moi a traversé la terre entière et s'est échoué dans le Paris mythologique exalté par les artistes sans troubler une seconde la bouteille des lieux. Son père est venu au bureau pour me l'annoncer, pour me consoler.
Ma femme et moi sommes persuadés que cet enfant a été gâté au village. À vous, je peux le dire. Vous savez comment nos gens sont méchants. De son point de vue, Sunday n'était pas mort à cause de l'incurie des adultes qui auraient dû prendre soin de lui, mais à cause du mauvais sort jeté par un sorcier de leur village. Ses parents ne pouvaient pas affronter son suicide. Leur croyance leur offrait la possibilité d'une interprétation qui les exonérait de la réalité. Je n'avais pas cette chance. Dans mes cauchemars, je me noie. Ce n'était pas fréquent, mais il était déjà arrivé que des enfants sous notre responsabilité attendent à leur jour, et ils y parvenaient parfois. Parmi la communauté africaine, le sujet était tabou, mais des tas de gamins perdaient pied, et quand ils se suicidaient, cela signifiait qu'ils étaient bien au-delà de l'appel à l'aide. Ils choisissaient des méthodes radicales, terribles, violentes. Ils ne se loupaient pas, ils ne nous loupaient pas. Je n'ai pas craqué tout de suite. Ça m'a pris plusieurs mois. Il m'aura fallu tomber sur l'enquête du journaliste à propos du clochard retrouvé mort par les éboueurs, non loin de l'avenue des Champs-Élysées. Des années d'évitement, de faux semblants, de manque et de doute ont soudain déferlé. Toutes les années, tous les instants, un à un, sans répit, sans pitié. Personne ne devrait partir de chez lui comme Sunday et moi. Couper tous les ponts, larguer les amarres et ne plus pouvoir revenir en arrière. Nous ne devions pas avoir à avancer sans repère, sans protection, nous délester de tout ce que nous avons été, s'arracher à soi en espérant germer dans une nouvelle terre. Ceux qui ont ce privilège voyagent l'esprit léger. Ils partent de leur plein gré, sachant qu'ils peuvent revenir quand bon leur semble. Nos périples à nous ne prévoient aucun retour. Nous ne sommes pas des voyageurs, mais des exilés. L'exil était bannissement et une mutilation. Il y a là quelque chose de profondément inhumain. Quel que soit le danger que l'on fuit et le soulagement de s'en éloigner, chacun mérite de garder quelque part en lui l'espoir d'un retour. Et puis ici aussi, dans cet Éden étincelant, des enfants meurent d'être délaissés, mal aimés, maltraités. Les terres lointaines ne tiennent pas leurs promesses. Sunday avait été un anonyme, pas un enfant, mais l'enfant. Celui à qui nul n'explique les dispositions prises en son nom. Celui dont on parle, pour qui on décide, mais à qui personne ne s'adresse. Il se désignait lui-même en disant Sunday, né un dimanche. Son père disait le garçon, sa mère cet enfant. Personne ne se souvenait de son vrai prénom. Ses parents n'étaient pas seulement morts pour lui, lui non plus n'existait pas vraiment à leurs yeux. Toute sa vie, Sunday avait lutté contre sa propre disparition. Il s'était créé des univers, des géographies intimes dans lesquelles les choses avaient un sens pour lui. Il s'était échappé maintes fois, avait essayé d'expliquer, crié sa détresse de toutes les façons à sa portée, mais n'avait pas été écouté. L'enfant, le garçon, Sunday. Son vrai prénom était Richard, celui de son grand-père. Sa grand-mère l'appelait mon petit mari, comme c'est la coutume. Comme ma mère disait petit pas, parce que j'avais le même prénom que son père. Sunday avait hérité des 1000 surnoms qui sont la règle dans nos sociétés. Ils visent à ancrer, à singulariser plus qu'à simplement nommer. Mais ces assignations parfois contradictoires l'avaient disloqué.
Il s'était épuisé à vivre, puis avait arrêté de grandir, et pour finir, avait choisi de mettre un terme à ses souffrances. De sa propre initiative, disparaître avant qu'on ne le contraigne à une existence où il serait absent à lui-même, sans mémoire, sans passé, sans nom. J'entendais cette chanson stupide, Crying in the Rain, où le type dit qu'il va pleurer sous la pluie pour que la fille qu'il aime ne voit pas ses larmes. Je l'ai immédiatement détesté. Cette nuit-là, il ne faisait pas assez froid pour espérer mourir frigorifié dans la rue, mais il pleuvait. Pas une de nos pluies à Douala. Il faut avoir connu d'autres pluies pour aimer la violence sans nuance des orages sous nos tropiques. Ceux où les enfants s'ébrouent dans la boue collante et ouvrent grand la bouche pour gober les trombes d'eau tiède, celles qui crépitent sur les toits de tôle, et la terre desséchée qui se met à embaumer. Ici, il s'agissait des crachins glaciales qui vous pénétraient jusqu'à la moelle, obscurcissaient jusqu'au souvenir du soleil et amplifiaient à l'infini l'écho de vos fragilités, comme s'il pleuvait à l'intérieur de vous. J'ai pleuré, et j'aurais tout donné pour que Néla soit là. C'était la première fois que je m'autorisais à pleurer depuis mon arrivée des années auparavant, que j'admettais que je n'allais pas bien et que c'était grave. C'était aussi la première fois que je convoquais ma vie d'avant. Néla, Achille, ma mère, que je regardais en face le trou baignant au milieu de mon cœur. Même à Mayel, je n'avais pas su expliquer ma détresse, une honte que je n'avais pas eu le courage d'affronter jusqu'alors. Je m'étais coupé des miens. Je m'étais moi-même expulsé du lieu où s'inscrivait ma mémoire, mes liens. Personne ici ne connaissait mon histoire, personne ne m'attendait. Où que se porte mon regard, il n'y avait que des étrangers. Qu'avaient fait les miens après mon départ? Ma fuite. M'avaient-ils cherché? M'avaient-ils pleuré? Puisque j'étais parti, est-ce que cela signifiait, comme le dictait la logique implacable des Sunday de ce monde, que j'étais mort? C'est quoi être vivant? J'aurais voulu pleurer dans les bras de Néla, contre sa peau, le visage au creux de son cou. Mes doigts se souvenaient avec précision de ses petits seins, de cet étang à la texture de raisin sec. Tout en elle me manquait avec une violence inouïe. Tout est la pluie de notre enfance. Je n'aurais pas su dire où exactement j'avais mal, mais la douleur était réelle, physiologique. Confusément, je pensais que c'était peut-être mon âme qui se désagrégeait, se nécrosait. Les cris haineux de la foule me sont revenus. Achille hurlait pitié, et elle n'avait pas eu aucune compassion. J'ai enfin pleuré la mort de mon ami. J'ai hoqueté et vomi sur la chaussée. La pluie n'a rien effacé. Elle m'a figé dans mon chagrin et ma solitude. Je les avais tous perdus. Tous ceux qui m'aimaient et que j'aimais. Je n'avais même pas réussi à sauver Sunday. J'étais là, à marmonner ma démence dans l'indifférence de la ville métallique. Quel genre de souffrance peut se dissoudre sous la pluie? Quel genre de larmes peuvent être confondues avec des gouttes d'eau? Quel chagrin se confond à si peu de frais? Néla ne m'avait parlé de sa mère qu'une seule fois, alors que nous évoquions l'humiliation que le colonel lui avait infligée au lycée. Quand je pleurais, ma mère se moquait gentiment.
Oh, les jolies larmes de glycérine de ma fille, bien rondes, bien pleines, de parfaites petites gouttes de désolation. Alors, j'ai arrêté. Je n'ai même pas pleuré à sa mort, tu sais. J'entendais sa voix dans ma tête. Je n'ai pas osé. Je me méfiais des mères, de leurs mots comme de leur silence, des souvenirs qu'elles nous imposaient, y compris en les taisant. Je savais déjà qu'il nous faudrait nous aimer plus fort qu'elles pour sauver nos âmes de leur désespoir. La pluie n'a aucun effet sur les larmes, pas plus que les petites filles ne pleurent d'impeccables gouttes de glycérine. Notre douleur ne peut être moquée ou métaphorisée alors que nous osons à peine l'exprimer, à peine en sonder la profondeur. Nila n'était pas là. Achille était mort. Sunday aussi. Maël était parti. Par ma faute. Les mêmes questionnements menaçaient ma raison. J'étais loin, seul. Peut-être même étais-je mort moi aussi. Qu'est-ce qui me prouvait que j'étais vivant? Aujourd'hui, ici, maintenant, qui aurait pu témoigner de la réalité de mon existence? J'ignore ce qu'il serait advenu de moi si ce jour-là, je n'avais pas rencontré Julienne. J'ai l'intime conviction que quelqu'un ou quelque chose m'a longtemps protégé de moi-même. À chaque rupture, chaque fois que je me suis trop approché de la falaise, il y a eu dans ma vie une apparition miraculeuse qui m'a sauvé de la désintégration. Je ne suis pas croyant. Ma mère ne l'était pas. Pourtant, oui, j'ai souvent été sauvé in extremis. Je crois toutefois que j'ai fini par épuiser la patience de mes anges gardiens. Même eux ne pourront pas indéfiniment me rattraper par le collet, alors que je me rue avec obstination vers tous les vides à ma portée.